Bonjour et bienvenue dans le Face à Face. Sur ce plateau, Dominique de Montvalon, éditorialiste politique. Bonjour Dominique. Bonjour. Face à vous, Pablo Pio-Vivien, rédacteur en chef de la revue Regard. Bonjour à tous les deux. Alors, Amélie de Montchalin, macroniste de la première heure et actuelle ministre des Comptes publics, va être nommée première présidente de la Cour des comptes par Emmanuel Macron, première femme à occuper ce poste. Elle succède à Pierre Moscovici qui a quitté ses fonctions en décembre. Une nomination qui a fait bondir les oppositions qui crient au scandale à la République des copains. On va écouter à ce sujet Éric Coquerel, député insoumis et président de la Commission des finances. La charte de déontologie des juridictions financières est claire. Elle impose neutralité, indépendance, impartialité et prévention des conflits d'intérêts, notamment vis-à-vis du pouvoir en place. Du fait de ses fonctions actuelles, Madame de Montchalin ne répond à aucune de ces exigences. Avec cette nouvelle nomination et peut-être d'autres à venir, comment ne pas s'interroger sur un cadenassage des institutions indépendantes avant 2027 ? Alors Dominique, êtes-vous d'accord avec Éric Coquerel pour dire qu'il y a conflit d'intérêts ? Je souris en regardant Pablo. Si j'étais d'accord avec Éric Coquerel, ce serait nouveau. Il n'y a pas d'a priori chez moi, etc. Bon, ce n'est pas le seul à le dire. Je vais droit à la réponse que vous me réclamez. Non, je ne suis pas d'accord. Amélie de Montchalin, d'abord, je l'ai découvert comme beaucoup de citoyens, comme beaucoup de journalistes accessoirement, depuis quelques mois, un peu plus d'ailleurs. Elle est bluffante. Elle ne suscite pas l'empathie, je vais le dire très franchement comme ça, mais elle est bluffante. Elle a du coffre, elle sait de quoi elle parle, elle connaît les dossiers, etc. C'est une découverte politique qui se situe à droite, d'accord, mais bon, il peut y avoir des découvertes politiques qui ne sont pas nécessairement toujours à gauche. Bon, à droite, à gauche. Maintenant, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est évidemment son jeune âge. Ce qui fait que comme le poste est, comme cette responsabilité peut la mener jusqu'à 2053, 40 ans, etc. 2053. Je vais vous dire, dans ma naïveté de journaliste, et c'est vraiment, ça compte pas, mais je le dis au passage, j'ai l'impression qu'elle aura quitté la Cour des comptes bien avant, non pas parce qu'elle aurait échoué, mais parce qu'elle aura d'autres responsabilités bien avant ce que certains imaginent ou craignent aujourd'hui. Donc, le camarade président de la Commission des finances est dans son rôle, je ne le suis pas. Moi, je pense que la question n'est pas celle des qualités intrinsèques d'Amélie de Montchalin. Oui, mais c'est pas ça le problème. Là, en l'occurrence, le problème, c'est à la fois celui des conflits d'intérêts qui est pointé par Éric Coquerel et globalement par toutes les oppositions. Il faut quand même imaginer qu'elle va devoir certifier, qu'elle va devoir regarder, qu'elle va devoir enquêter en fait sur des comptes que son propre gouvernement et que sa propre majorité a voté, qu'elle a porté en tant que ministre des comptes publics. Donc il y a un peu un problème à ce niveau-là. Elle peut se déporter le moment venu. Oui, en étant première présidente, c'est super qu'une première présidente se déporte en fait des sujets les plus importants qu'elle doit gérer. Mais la deuxième chose, et qui pour moi est presque la plus grave, c'est celle de, vous avez utilisé l'expression de République des copains dans votre introduction. C'est pas moi qui le dis, c'est certaines oppositions. Bien sûr. Je pense que cette façon qu'a Emmanuel Macron, mais globalement qu'ont eu beaucoup d'administrations avant lui, de placer en fait à des postes clés, y compris des postes qui sont normalement des contre-pouvoirs, normalement des façons de brider l'exercice politique, mais au moins de le contrôler. C'est un contrôle, normalement, qui doit être exercé par la Cour des comptes sur l'activité à la fois de ce qui se passe dans les chambres législatives et à la fois de l'exécutif. Si à ces endroits-là, en fait, on place ses potes, c'est-à-dire qu'au Conseil constitutionnel, on met Richard Ferrand, président du Conseil constitutionnel, qui est un très proche d'Emmanuel Macron. Si première présidente de la Cour des comptes, il y a Amélie de Montchalin, ça va accentuer, en fait, la défiance et des élus et du peuple. Il y a une enquête Cevipof qui est sortie il y a 2 jours. C'est un laboratoire de Sciences Po, une grande enquête d'opinion où on voit qu'il y a
encore une accélération de la défiance des Français et des Françaises vis-à-vis globalement de leur État, à la fois de l'administration et des politiques. Ils sont 22% Et ça, à faire encore confiance à leur politique. et c'est 2 fois moins qu'en Allemagne ou en Italie. Donc en fait, on a un problème en France spécifique sur la défiance des Français vis-à-vis de ce qui se passe dans l'État. Donc là, cette décision va encore mettre de l'eau au moulin, en fait, de cette défiance. Oui, alors, c'est quand même une tradition, vous le disiez. Il n'y a que Nicolas Sarkozy, finalement, qui avait nommé Didier Migaud, issu de la gauche, à la Cour des comptes. Mais ça reste une tradition. Est-ce que Emmanuel Macron n'est pas, finalement, dans la droite ligne de ses prédécesseurs, Dominique ? Oui, moi j'attache beaucoup d'importance, comme Pablo, mais j'en tire pas toujours les mêmes conséquences, au choix des mots. Alors, on a laissé de côté coquin, on parle de copain, je dirais, moi, fidèle. Et c'est la tradition de la Ve République, c'est de mettre des fidèles, des gens envers qui on a confiance et qu'on a connus à l'épreuve des faits, de les mettre à ces postes de responsabilité. Est-ce que cette situation, qui n'est donc pas nouvelle, et qui ne se limite pas, pour l'instant, par de la Cour des comptes, mais qui parle de la Cour des comptes, est-ce que ça a empêché les alternances ? Mais attendez, c'est à ça qu'il faut... Est-ce qu'ils ont un pouvoir tel qu'ils sont à même de bloquer une volonté d'alternance populaire traduite dans les urnes ? La réponse est non. Bon, voilà. On verra. Mais si la réponse est de toute façon, ça sert à rien, la Cour des comptes. Mais j'ai pas dit qu'elle ne servait à rien. Mais elle ne bloque pas l'alternance, c'est ça dont il s'agit. Non, enfin, bon, bref. Amélie de Montchalin, pour moi, c'est d'abord... Il y a peut-être des questions qui vont surgir, même chez moi, et je ne me pose pas encore. Mais c'est d'abord un personnage étonnant dont je n'aurais jamais imaginé, il y a seulement 1 an, 2 ans, et a fortiori un peu plus, qu'elle puisse être aujourd'hui en situation d'être première présidente de la Cour des comptes. C'est un avènement, mais bon, ça peut mal tourner, hein, mais donc l'histoire n'est pas écrite d'avance. Comme quoi, rester proche Il faut changer les règles, Pablo, puisque c'est la règle, entre guillemets, que ce soit le président de la République qui nomme, et le premier président de la Cour des comptes, et le président du Conseil constitutionnel, etc. Donc, est-ce qu'il faut, finalement... changer les règles. C'est intéressant ce que vous dites parce que c'est un usage plutôt qu'une règle. Exactement. Oui, non mais exactement, c'est un usage. Enfin, c'est une règle que c'est le président qui nomme. Ça, c'est une règle d'airain. Qui nomme quelqu'un qui lui soit plus exactement. proche. Et c'est là que se pose la question du sens de l'État et de comment fonctionnent globalement nos institutions. Emmanuel Macron, quand bien même il a à nommer le premier président ou la première présidente de la Cour des comptes, aurait pu nommer en fait quelqu'un qui ne corresponde pas en fait à son premier cercle de fidèles. Ça aurait été tout à son honneur. C'est aussi ça finalement sa fiche de poste, s'assurer en fait que les pouvoirs dans notre pays sont bien équilibrés. Or aujourd'hui, on a l'impression que ce n'est plus ça son sujet. Son sujet, c'est recaser en pensant déjà que l'année prochaine ça va être compliqué, recaser en fait ses copains pour qu'ils puissent avoir des postes après 2027. En revanche, je voudrais dire mon accord avec ce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure. La mention qu'a faite Pablo d'une enquête qui est parue dans Le Monde et qui confirme spectaculairement, outrancièrement, ce qu'on on pressent et ce qu'on vérifie depuis quelque temps, un nombre considérable de Français, 80%, etc., ont un mouvement, moi je vais le traduire comme ça, ont un mouvement puissant de recul face à la chose politique, face au débat politique, face aux politiques. C'est le signe c'est la confirmation de la crise que vit la société politique et que vit la France. Alors, à partir de là, que chacun prenne ses responsabilités. Alors, autre chose, François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, a annoncé prématurément qu'il allait quitter ses fonctions, parce qu'il devait les quitter en septembre-octobre 2027. Donc là encore, c'est le président de la République qui doit nommer un nouveau gouverneur à la Banque de France. Est-ce que finalement Emmanuel Macron verrouille ? Et finalement, dans quel but ? Est-ce qu'en effet, c'est parce qu'il y a le risque que le Rassemblement national arrive à l'Élysée en 2027 ? Et est-ce qu'aussi lui, si vous voulez, verrouille des postes clés avec 2032 en tête ?
Alors, est-ce qu'il a 2032 en tête? Je m'aventurerai pas jusque-là. En revanche, on parle de République des copains, et tout à l'heure, j'ai dit un peu à l'emporte-pièce, c'est pour trouver des postes pour ses amis qui potentiellement n'auront plus rien à faire après 2027. Mais plus profondément, c'est aussi quelque chose qu'aujourd'hui on peut dire est dans l'ADN d'Emmanuel Macron, c'est de s'imaginer au centre du cercle de la raison. Et lorsqu'on est au centre du cercle de la raison, eh bien, on est entouré de gens qui sont dans ce cercle de la raison. Et donc, il n'y a que là qu'il y a des gens compétents pour ces postes importants. Il n'arrive pas à considérer, Emmanuel Macron, et il en donne la preuve tous les jours depuis maintenant une dizaine d'années, il n'arrive pas à considérer qu'en dehors de sa façon de penser la politique, de sa façon de penser les modèles économiques, de sa façon de penser les administrations et la marche du monde, il n'arrive pas à penser qu'il puisse y avoir des pensées alternatives. Et c'est peut-être ça le problème, parce que précisément, y compris au sein de notre État, on a besoin en fait de gens qui portent des discours qui sont un peu différents, qui ont des façons de regarder, par exemple les comptes publics un peu différents. Oui, mais le problème c'est que si le premier président de la Cour des comptes regarde les comptes publics exactement comme le ministre des comptes publics qui va succéder à Amélie de Montchalin, il va y avoir un problème. Pablo, il n'est pas le seul à les regarder. J'entends, on voit qu'on a des oppositions. Et peut-être de bonnes surprises. Alors, je voudrais parler d'un autre sujet, l'affaire Epstein, qui n'en finit plus de faire complètement autre chose, de faire des rebondissements. Voilà, dernier en date, Jack Lang, qui a été donc poussé à la démission de l'Institut du monde arabe. On apprend qu'un diplomate a été cité là plus de 200 reprises dans les Epstein Files, comme on dit. LFI veut une enquête parlementaire pour écouter les victimes et voir s'il n'y a pas de lien financier entre Epstein, ce financier et prédateur sexuel, et des partis politiques en France. Yael Braun-Pivet a dit non, on laisse faire la justice. Pour l'instant, pas d'enquête parlementaire. Est-ce que c'est incompatible, Dominique ? Non, c'est pas incompatible, mais attendez, cette affaire-là, elle est monumentale, même quand nous en parlons modestement, mais en essayant d'approcher la vérité du moment. Probablement que c'est rien à côté de ce qui va se profiler dans les mois. C'est un tremblement de terre. Je parle de l'affaire Epstein globalement. Nous n'en connaissons pas toutes les conséquences. Elles risquent d'être énormes. Et en tout état de cause, au jour d'aujourd'hui, on peut dire que c'est une mise en cause du système démocratique qui est extrêmement préoccupant. Hein, est-ce qu'il faut une commission d'enquête en France? Oui, enfin bon, je vais vous dire, je fais le pari sans savoir qu'il y en aura une dans 3 semaines, enfin, ou dans 15 jours. Enfin, je veux dire, Pablo, est-ce que c'est vas-y, explique-nous qu'il y a un scandale qui parce que c'est pas encore le cas, mais franchement. Non, mais c'est une évidence en fait que l'affaire Epstein a révélé en fait quelque chose que d'ailleurs dont on parlait plus ou moins avant, c'est-à-dire genre la puissance en fait de ces liens financiers et pédocriminels entre tout un réseau de gens, y compris des Français et des Françaises. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, là, quand même. Tout le monde tremble, et je pense qu'il est bon que les hommes et les femmes politiques s'intéressent en fait à ce que dit profondément et politiquement cette affaire Epstein. Et je vois que chacun comme il le peut, ils essayent de le faire. Ils essayent de se poser la question politique de ce que ça révèle. Après, il y a la question des affaires judiciaires. Vous avez cité le cas de Jack Lang et de sa fille. Il y a une enquête judiciaire qui a été ouverte. Sur des financiers, sur des exactement, sur le volet financier, tout à fait, pas sur le volet pédocriminel. Et donc, la question en fait de la commission d'enquête, c'est là que parlementaire de l'Assemblée nationale, c'est là que ça pose un peu un problème, parce que en son article 139, il est stipulé que on ne peut pas ouvrir une commission d'enquête parlementaire lorsque il y a une enquête judiciaire en cours. Donc là, on peut imaginer que genre il y a un peu un problème, sachant que un télescopage, mais on peut dire aussi que l'affaire Jack Lang, l'affaire financière Jack Lang, c'est un tout petit bout en fait des millions de documents qui ont été produits par le ministère américain. Et ça pose un autre problème. C'est
quelle capacité véritable ont les commissions d'enquête parlementaires en France? Je rappelle que contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, où chaque membre du Congrès a 40 personnes, 40 assistants en fait qui ont les moyens, tu vois, chacun, ça fait une administration énorme en fait, tous les attachés parlementaires dans les chambres américaines. Nous en France, c'est 3-4 ils en ont. Et donc traiter des millions de documents avec 3-4 attachés parlementaires, je pense pas qu'on ira très loin. Et c'est un autre problème en fait qui vient à mon avis dans le débat, c'est à quoi sert une commission d'enquête parlementaire en France? Elle sert à mettre la lumière parce que c'est un show maintenant, on le voit avec la commission d'enquête sur le service public de l'audiovisuel, c'est très médiatisé, on se souvient de celle de Benalla où c'était un show permanent, notamment je me souviens du sénateur Jean-Pierre Sueur, etc. À la fin, là, qu'est-ce que vous à la voulez? fin, ce que je dis... de votre diagnostic, vous voulez qu'il y ait des commissions Quelle est d'enquête votre chute? parlementaires On va devoir d'ailleurs conclure, Pablo. Oui, mais moi, ce que je pense, c'est que qu'on se saisisse politiquement du sujet ne nécessite pas, en fait, qu'on fasse une commission d'enquête. Je ne vois pas pourquoi nécessairement il y aurait une commission d'enquête. Voilà. Affaire à suivre, donc. Merci d'avoir participé à ce face-à-face et l'info continue sur France 24. À très bientôt. Pour comprendre le monde, il faut vivre au cœur des événements. De Jakarta à Beyrouth, en passant par Kinshasa, Kiev ou Washington. Les correspondants de France 24 sont partout. 200 correspondants qui habitent près de chez vous. Leur mission, vous informer partout dans le monde et à toute heure de la journée. Une information objective, sérieuse, fiable, indépendante. Des faits vérifiés, des fake news démasqués. France 24, on est ici, on est là. Et là, pour vous informer.